Donc comme je l'évoquais, moi j'ai un parcours dans le design depuis une quinzaine d'années avec une société, donc la société Muséo, que j'ai fondée. On a intervenu sur tout type de projet, beaucoup auprès de prescripteurs assez innovants comme Philippe Stark, qu'on a accompagné sur beaucoup de projets. Ça m'a permis de voir de près ce que l'on pouvait apporter, les limites aussi entre les initiatives qu'on avait poussées dans le concept et puis la réalité dans sa mise en œuvre. Voilà. Quand on parle d'innovation dans l'hôtellerie, et en particulier en ce qui concerne le design et la construction, on parle de cycles qui sont de 10 à 12 ans, donc c'est des cycles très longs. Et quand on voit aujourd'hui la vitesse à laquelle les ruptures d'innovation se font, il faut quand même avoir un peu d'humilité. J'ai pris l'exemple de nos téléphones il y a 10 ans. On voit un peu le chemin qui a été parcouru et ça nous incite à un peu d'humilité, de distance pour dire que toutes nos projections vont quand même être mises à l'épreuve à la fois des clients et puis des ruptures technologiques qui vont très vite. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut rester à l'écoute des clients, ça c'est certain. C'est une composante essentielle et tous les projets d'innovation technologique ou d'usage que l'on peut avoir doivent être toujours confrontés à la réalité des clients. Alors, l'évolution de l'hôtellerie, elle est directement liée à l'habitat. L'hôtellerie, c'est un lieu d'habitation temporaire, mais ça reste un lieu d'habitation. Et c'est également lié à l'évolution des sociétés. Donc, le design, en priorité, ne doit pas être gratuit. Il doit répondre à des problématiques, à des usages. Il ne s'agit pas de faire de la déco pour faire de la déco ou de faire des choses jolies, mais il faut bien répondre à des problématiques clients et intégrer les dimensions dont on se parlait, des problématiques de business model, des problématiques de rentabilité économique. Et tous ces paramètres doivent rentrer dans la préoccupation des designers. Les besoins évoluent très vite, donc il faut aussi être en capacité de s'adapter rapidement à ces différents besoins. Alors, je ne vais pas vous faire un cours d'histoire sur l'habitat, mais juste un petit, un petit retour. Il y a eu 3 grandes ères dans l'habitat. On est d'abord passé, enfin, on a commencé avec l'habitat rural où il y avait une seule pièce. Donc, on y mangeait, on y dormait, on faisait tout, voilà. L'ère industrielle a ouvert les appartements type haussmannien avec des usages segmentés par pièce. Donc, on dormait dans la chambre, on cuisinait dans la cuisine et on recevait dans le salon. Et puis est apparue donc la chambre qui était vraiment destinée uniquement au sommeil, ce qui n'était même pas le cas au Moyen-Âge dans les châteaux, puisque la chambre du roi ou du prince, c'était aussi un lieu de réception, c'était un lieu où on faisait plein de choses. Donc avec l'ère industrielle arrivait l'apparition de la chambre en tant que lieu de destination définitif. Et puis il y a une troisième ère qui a émergé à peu près en même temps que l'hôtellerie dans les années 80-90, c'est l'ère du décloisonnement et de la flexibilité de l'espace. Donc on est encore dans cette ère-là, même si ça a beaucoup évolué depuis ces lofts tout ouverts. On voit que les choses commencent à se restructurer aujourd'hui. Mais en tout cas, dans les années 80-90, on a connu ces espaces complètement décloisonnés. On a ouvert, enfin, mis à bas toutes les cloisons. Et que ce soit dans l'habitat privé ou dans le bureau, on a découvert aussi ce qu'était l'open space et le fait de travailler tous ensemble sur un espace complètement ouvert. On a vu les limites, en tout cas dans l'immobilier de bureau. On voit qu'aujourd'hui, on est en train de repenser les choses un peu différemment parce que pour des raisons acoustiques, pour des raisons d'usage, c'est pas toujours évident. Et l'hôtellerie doit aussi accompagner ces mouvements-là. Alors, le décloisonnement, il est aussi lié à la densité dans les grandes villes. Les petits espaces sont un peu plus compliqués à aménager et les chambres d'hôtel font pas défaut là-dessus, en particulier à Paris. Sur les hôtels de préfecture, on a des chambres minuscules. Et donc, il faut réfléchir à la flexibilité des espaces. On voit ici sur des petits aménagements studios, c'est des espaces qui sont ni ouverts ni fermés. On s'approprie l'espace en fonction de l'usage. Donc, il y a le système des rideaux, là, par exemple, le système des tiroirs, des rangements. Enfin, on attend aujourd'hui de l'habitat et de la chambre d'hôtel, quand elle est petite, cette flexibilité et cette adaptation aux différents usages qu'on peut avoir dans une même pièce. On retrouve cette flexibilité dans le monde du travail. Alors, je parlais des open space tout à l'heure. On voit ici, sur cette photo, on n'est plus dans l'open space. Mais on est plutôt dans un travail de l'espace
en fonction d'usages différents et d'appropriation qu'on peut avoir. Donc, on peut de temps en temps faire une réunion à 2, à 3, vouloir s'isoler pour téléphoner, rencontrer des clients, recevoir des fournisseurs, travailler seul, se concentrer, se détendre, rencontrer ses collaborateurs, échanger de façon informelle. Et à chacun de ces usages correspond un aménagement de l'espace différent. Et les nouveaux bureaux qui se dessinent aujourd'hui, et c'est vrai que les sociétés fortunées californiennes sont assez innovantes de ce point de vue. On voit chez des sociétés comme Google, par exemple, des aménagements de bureaux qui prennent en compte ces différents usages et qui ne sont plus seulement des open space avec des rangées de bureaux, mais des aménagements qui offrent cette modularité et cette flexibilité. Alors, les voyageurs, aujourd'hui, voyagent plus légers. Autrefois, on faisait des grands dressings pour mettre tous les vêtements qu'on avait dans nos grandes malles. Aujourd'hui, on parle plutôt de voyages courts, de nomades urbains qui voyagent légers. Donc, la question de l'espace et de la gestion de cet espace que tu évoquais, parce que c'est une occupation de mètres carrés et c'est une problématique économique, se pose bien sûr pour l'aménagement intérieur. Donc, on voit deux façons d'aborder la chose. La première, c'est dans un même espace, comme la chambre ici à l'hôtel Michel Berger à Berlin, qui s'adresse plutôt à une cible jeune, urbaine. L'idée, c'est d'ouvrir le plus possible, de réduire tout ce qui paraît pas essentiel. Donc là, on a un tout petit dressing qu'on voit là. Par contre, on a mis le lit en hauteur parce que l'espace le permet. Et on a un espace convivial sur le côté avec une grande banquette. Donc on voit deux approches. Soit une approche de modularité au sein de cet espace, soit une approche très spécialisée sur une cible donnée. Et on voit que aujourd'hui, les innovations oscillent entre ces deux approches. Une approche qui est d'offrir dans une même chambre une modularité qui permet de s'adapter à chaque typologie de client ou à chaque séquence de vie dans la chambre. Et une autre, évoquée au co-hôtel par exemple tout à l'heure, qui elle plutôt s'adresse à une cible hyper pointue et offre un service et un environnement de design et d'aménagement intérieur très spécifique à cette cible. Donc aujourd'hui, évidemment, on ne peut pas proposer la même chose pour un travailleur qui vient pour quelques jours dans une ville, pour un couple qui voyage pour 2 jours en amoureux dans une ville européenne, une famille qui vient avec 2 enfants ou un groupe d'amis qui se déplace. À chaque fois, c'est des besoins très spécifiques et qui doivent se refléter dans le service et dans l'aménagement intérieur. Alors oui, juste pour revenir sur Michel Berger, donc ils ont fait le choix. Les chambres sont en fait assez petites en superficie et effectivement ils ont gagné sur les parties communes. Donc on a quelque chose de très sommaire. Hein. Vous voyez les matériaux, c'est du bois, des filets, etc. On aime ou on n'aime pas, mais enfin en tout cas ça a coûté pas cher à réaliser, ça c'est certain. Et le bénéfice, c'est vrai. Et le bénéfice qu'ont retiré les personnes qui ont réalisé cet hôtel, ils les ont tous mis dans les parties communes, avec des parties communes qui sont très vastes, qui sont très bien aménagées, un petit déjeuner copieux, de qualité. Enfin, on voit qu'il y a une grosse rupture entre la sobriété des chambres et des parties communes qui sont, elles, très conviviales et qualitatives. Il y a différents systèmes d'innovation. Alors, je vais finir avec des innovations un peu plus technologiques, mais je voudrais quand même aussi évoquer le fait qu'il y a des innovations qui peuvent être très simples. Ça, c'est un hôtel qu'on a réalisé avec Philippe Stark à Miami. Le principe ici, ça a été de faire une boîte blanche. Voilà. Donc, à la base, c'était une chambre toute blanche et est évoqué le problème de coût de la construction. On peut réussir à réduire un peu, à compresser les coûts de la construction, mais à un moment, on arrive à un point de rupture. C'est-à-dire que, non, mais on peut pas éternellement réduire le coût de la construction. Il y a de la main-d'œuvre, il y a des matériaux. Je veux dire, voilà. Et pourtant, effectivement, d'arriver à faire une boîte blanche toute simple, il y a une perception client qui est quasi nulle. C'est-à-dire que le client il considère que la chambre elle est correcte, elle est propre, mais voilà, il y a rien d'extraordinaire. Donc, la valeur ajoutée qui peut être apportée et le souvenir et l'expérience client, elle est apportée par des choses qui sont extérieures à ces problématiques de coût de la construction, même si effectivement il faut travailler là-dessus. Et ça peut être des éléments de design très simples, très forts, pas nécessairement très coûteux pour répondre à ta problématique.
Donc là, c'est typiquement ce qu'on a voulu aborder. Cet hôtel à Miami, il adresse des typologies de clients très différentes et surtout des événements à Miami qui se passent qui, du coup, drainent des clientèles très différentes. Il y a Art Basel, par exemple, qui est une clientèle très huppée. Il y a des festivals électro, il y a toute une saison plus estivale, beach party, etc. Donc à chaque fois, c'est des clientèles différentes et l'hôtelier voulait à la fois avoir la possibilité de changer la déco en fonction des événements et du type de clientèle, et en même temps avoir quelque chose de très simple qui ne soit pas trop onéreux. Donc on a mis en place là un tissu imprimé tendu, donc vous voyez il y a un système de crochet en haut, qui permet aussi de modulariser l'espace en fonction de savoir si la chambre est communicante ou pas, parce qu'il y a une porte entre les deux qui est moche, donc quand la chambre est en usage non communicant, le tissu il y a une autre pièce de tissu qui vient par devant la porte, donc la chambre est complète et intéressante en tant que telle, et quand c'est en usage communicant, on laisse uniquement un seul panneau. Là, on est dans une interprétation plus classique, mais il y a d'autres panneaux qui existent et qui sont plus fun, plus jeunes. Et donc, l'hôtelier, très simplement, peut décrocher, raccrocher, sans compter qu'on est sur une cible qui n'est pas très respectueuse pour l'environnement de la chambre. Donc, on peut aussi laver facilement les murs quand ils ont été particulièrement abîmés ou complètement détériorés. On peut remplacer aussi cette pièce facilement. Voilà. Donc ça, c'est un exemple, par exemple, d'innovation entre guillemets, parce que ça reste très limité, hein, c'est un tissu suspendu, ça fait référence au rideau, mais il n'empêche que ça permet de répondre à cette problématique de flexibilité avec un moyen très simple. La chambre doit s'adapter, mais également les parties communes, les services généraux. Donc on a l'exemple ici du travail qu'a fait Matalik Rassé à l'hôtel iHotel ici à Nice, où elle a travaillé sur un mobilier fait sur mesure qui travaille la modularité. Dans les murs, on voit qu'il y a des incrustations qui permettent de mettre aussi des rangements différents en fonction de la modularité. Bon, on aime ou on n'aime pas les couleurs, le design, etc. En tout cas, il y a une intention de pouvoir travailler. Je sais que l'hôtel n'est pas du tout consensus, mais je trouve intéressant de voir cette réflexion sur la modularité de l'espace, y compris dans les parties communes. On retrouve ici le même principe qu'on a fait à Miami, dans un coin, là c'est la piscine qui est juste à droite, avec des petits salons qui sont structurés par des systèmes de rideaux qui peuvent s'ouvrir complètement ou se fermer et qui peuvent se changer un peu. Du coup ça a bougé. Hop, attendez. On va retrouver. C'est là. Et donc les rideaux qui peuvent s'ouvrir et se fermer et qui peuvent se changer également en fonction des événements, entre une réception, un mariage ou une beach party avec de la musique, et ben on n'a pas le même décor et très facilement l'hôtelier peut également le changer. On voit ici, bon, tout le monde connaît aujourd'hui le Mama Shelter, c'est connu le soir effectivement parce que c'est un espace animé, convivial, etc. Mais c'est cette même pièce qui est utilisée comme salle de petit déjeuner le matin. Donc si vous avez vu, si vous êtes déjà logé là-bas, vous voyez que l'agencement est un peu différent pour la salle de petit déjeuner. De mon point de vue, c'est pas tout à fait réussi parce que évidemment l'axe a été très marqué sur le soir et bon, c'est sympa parce que c'est très convivial. Mais le matin, quand on va petit déjeuner dedans, on est dans une ambiance qui est peut-être pas celle qu'on attend au réveil pour un petit déjeuner. En tout cas, je voudrais appuyer sur deux éléments en ce qui concerne le design et les innovations. C'est que il faut pas, la technologie, les innovations ne doivent pas faire oublier les fondamentaux. Et quand on parle d'hôtel, de chambre d'hôtel, on parle d'abord d'un lit. Voilà. Et c'est important de rester sur les usages, et tu l'évoquais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on attend d'un hôtel? C'est des choses à la base qui sont très simples. Et on vient à l'hôtel pour se ressourcer, pour se reposer, et on n'a pas envie de rentrer dans une complexité quand on rentre dans la chambre d'hôtel. Donc on doit quand même être guidé toujours dans les choix innovants et les choix de décoration par ce bon sens qui est de se dire, d'avoir beaucoup d'empathie pour le client, c'est-à-dire pourquoi le client vient dans une chambre d'hôtel, il vient pour se ressourcer, pour se reposer, et la priorité c'est d'avoir un bon lit. Et on voit Accor notamment pour les hôtels Ibis a investi un coût important dans la literie parce que effectivement c'est partie
une composante importante de l'expérience client. Le deuxième point, c'est nos stress. On doit se mettre à la place du client. Le client arrive dans la chambre, ça doit être simple. Si on doit avoir un tableau de bord pour comprendre la chambre, si on doit mettre un quart d'heure avant de comprendre comment marche le bouton qui fait changer toutes les couleurs de la chambre, je suis super content, mais je ne sais même pas comment allumer la chambre, c'est une catastrophe. Les gens viennent d'une journée de boulot, ils en ont plein la tête, ils ont envie de rentrer dans la chambre et que tout soit simple. Donc, de la même façon, pour les innovations et pour la technologie qui doit être intégrée dans la chambre, on doit rester sur des usages qui sont très simples. Alors, j'évoquais déjà tout à l'heure, les innovations doivent être d'abord guidées par la flexibilité. On ne doit pas imposer de choix au client. C'est le client qui doit être maître de l'environnement et de la façon dont il veut gérer sa chambre. Donc, il y a quelques matériaux qui sont intéressants, comme le Privalight de Saint-Gobain. On peut dire, par exemple, c'est intéressant quand on rentre dans la chambre d'avoir un espace très ouvert, la salle de bain qui est visible. Par contre, évidemment, quand on est dans la salle de bain, on n'a pas forcément envie de rester devant son conjoint ou sa compagne visible de son regard. Donc, typiquement, le Privalight offre cette flexibilité au client et permet de structurer l'espace de façon très simple. Donc, ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit bouton qui permet d'opacifier la vitre. Et quand c'est éteint, la vitre reste complètement transparente. Un petit mot sur la salle de bain. Avec le temps, c'est passé de la salle de bain à la salle de bien. On n'est plus là seulement pour se laver, mais aussi pour le bien-être. Et en termes de design, tout doit inciter au bien-être. Donc la lumière, le choix des matériaux, on doit pareil être là de façon, enfin utiliser des choses très simples et de bon sens pour se sentir bien dans cet espace. Quand on parle de transparence, on voit qu'il y a beaucoup de choses encore qui peuvent être faites. Là, c'est une chambre concept qui a été faite au Pullman Bercy par Natacha Froger. Et on voit ici le téléviseur qui est un objet assez moche, il faut le dire, qui est souvent noir. Là, a été intégré dans une vitre et donc permet à la fois de profiter pleinement de la vue si on le souhaite, mais quand on veut regarder un film, on peut l'allumer et transformer l'espace. On a réalisé il y a 3 ans avec Muséo et puis l'agence Stark une chambre concept à l'occasion du salon Equipotel. La réflexion, c'était comment proposer une chambre qui puisse être entièrement personnalisée par le client, à la fois en termes d'agencement et en termes de lumière et de scénario de vie. Donc on avait proposé différents scénarios de vie très simples, aimer, travailler, se ressourcer, se reposer. Et on intervenait sur l'ensemble des éléments qui constituaient la chambre, que ce soit la lumière naturelle, artificielle, les occultants, et également des éléments d'œuvres d'art. Et donc on avait fait une série de tableaux numériques qui changeaient en fonction des différents moods et que le client pouvait personnaliser. Et c'est de cette chambre-là qu'est née la nouvelle société que j'ai créée, qui s'appelle DAD, Digital Art Device, et qui permet de personnaliser les éléments décoratifs de la chambre, qui peuvent être présentés comme ça, soit sur un système de cadre, ou à travers le téléviseur, ou à travers un système de vidéoprojection. Donc l'enjeu, c'est de laisser la main au client. Il rentre dans la chambre, comme ici à l'hôtel Marignan, il a juste une œuvre. Alors il se trouve que cette œuvre-là est en mouvement, il y a un très léger mouvement, mais ça reste comme un tableau ou une photographie. Et si l'utilisateur veut découvrir un service, il peut, à travers un iPad qui est mis à disposition, changer l'œuvre très simplement, comme on le voyait ici. Donc on voit la photo de la chambre et on appuie sur l'œuvre et l'œuvre se change. Donc là, c'est un exemple appliqué aux œuvres d'art et aux décors qui permet à l'utilisateur de changer la configuration de sa chambre. Sachant qu'aujourd'hui, on reste dans des référents qui sont ceux du tableau. Donc là, voilà, c'est par exemple un tableau panoramique en mouvement. Je vais vous montrer juste un petit exemple pour que vous voyez à quoi ressemblent ces œuvres en mouvement. Hop. Voilà. Donc c'est des mouvements très lents, ça reste assez peu perturbateur pour le client. Ce qu'on prépare ici, c'est le jour où on aura un papier peint qui pourra changer complètement en fonction des usages, qui sera mat, qui ne sera pas lumineux et
qui du coup transformera complètement la chambre. La technologie ne le permet pas encore, mais elle va le permettre demain, parce que les évolutions vont très vite. Et ça veut dire qu'au moment de la réservation, vous pourrez choisir votre style de chambre, une chambre très classique, une chambre moderne. Et au moment où vous rentrerez dans votre chambre, vous aurez la chambre que vous avez choisie, et même éventuellement personnalisée en amont à travers une interface où, pour ceux qui veulent s'amuser, au moment du séjour dans la chambre, vous pourrez mettre les photos de votre famille, de vos enfants si vous êtes un voyageur et que vous voulez retrouver toute votre famille, ou vous pourrez vous amuser en fonction des usages de la chambre. Je reçois des amis dans ma chambre, je mets une ambiance plus festive, je suis en train de travailler, de me reposer, je veux un environnement complètement reposant. Et donc on voit que aujourd'hui la technologie commence à permettre cette personnalisation des espaces, et c'est l'enjeu que l'on donne. Alors la flexibilité évidemment dépend en fonction de la différentes classes d'hôtels. Quand on est dans un hôtel de luxe, le service sur mesure est évidemment plus facile. Les concierges et puis les différents personnels sont mis à disposition. Mais quand il s'agit d'hôtellerie moins luxueuse, il faut que ce soit les concepts et les innovations de service qui permettent de personnaliser. Donc là, on voit les parties communes d'Oco Hotel, mais je crois que tu t'en parleras un peu plus en détail tout à l'heure, donc je ne vais pas m'étendre. Mais en tout cas, il y a des innovations chez Oco, à la fois en termes de design et de service, qui sont pertinents sur la cible business, hommes d'affaires qui voyagent dans un réseau urbain. Et tout a été pensé à la fois dans l'architecture et dans les services. Donc c'est intéressant. Et là, typiquement, c'est un concept mono-cible, c'est-à-dire qu'ils ont réfléchi aux usages de la cible homme d'affaires et ils ont essayé d'économiser un certain nombre de coûts, comme ici là, au Citizen M avec le self-check-in, qui permet de restituer au client un certain nombre d'économies sur d'autres services. Je prends l'exemple aussi ici du Motel One, qui est une chaîne d'hôtels économique. Donc c'est 79 € la chambre dans cet hôtel dans le centre de Bruxelles, donc c'est vraiment pas cher. Et on voit que les bénéfices, et donc c'était le modèle low cost que tu évoquais tout à l'heure, les bénéfices qui sont retirés en simplifiant un certain nombre de services permettent d'être mis dans une valeur ajoutée, comme ici dans le design, qui ne ressemble pas du tout à un hôtel économique, mais plutôt à l'hôtellerie de luxe. Donc on rejoint exactement. Petite marque pour la slide d'après, c'est ça? Oui. Voilà, donc je terminerai juste avec les fondamentaux que j'évoquais tout à l'heure, et même si demain la chambre du futur sera peut-être dans l'espace, il ne faut pas oublier les deux fondamentaux, et toutes les innovations auxquelles on réfléchit doivent être maintenues par deux points essentiels. Le premier point, c'est la flexibilité. Il ne faut rien imposer au client. Il faut laisser le choix au client et lui donner tous les moyens pour choisir. Et le deuxième point, c'est no stress. Restons sur les principes de base de l'hôtellerie. On est là pour se reposer. Les innovations ne doivent pas donner mal à la tête. Et la technologie doit faciliter la vie et ne doit pas donner la migraine. Voilà. Merci.